Ce podcast est disponible en simultané sur SoundCloud. 3, 2, 1, action. Shut up and sit down. Là, on rentre dans une période où on doit, en quelque sorte, enfourcher le tigre. Et donc le domestiquer. Je ne céderai pas. Les migrants, c'est comme les éoliennes. L'espèce d'ours et Larry Skywalker. Vous connaissez peut-être cette chanson du duo de rap français Big Flo et Oli. Hommage. J'ai une intolérance aux crustacés. Qu'est-ce qui lui arrive à la 2 ? Il faut faire chauffer l'appareil ou... Bonjour et bienvenue dans Prochaine à gauche, le premier podcast qui rentabilise votre entreprise en faisant du cost killing. Yes. Et aujourd'hui, ça va cost killer de ouf. Ah, là, on sort les sabres, les katanas. Donc, alors il y a des gens qui m'ont dit que le podcast c'était pas très clair, la ligne éditoriale, donc je tiens juste à dire, je pense que c'est bien qu'on le dise au début. On est un podcast qui parle de politique en disant des facéties, oui. Sans expertise quoi. Oui, c'est ça. Pilier de comptoir plus on dit. Voilà, et on invite parfois des gens qui ont souvent plus d'expertise que nous sur certains sujets. Et alors, là où des vrais journalistes prendraient leur sujet, par exemple en fonction de l'actualité brûlante ou pour porter un certain regard sur la société. Pour faire des vues et donc payer leur bouffe. Voilà. Nous, on a pris le sujet là à cause de mon papa. Parce qu'en fait, donc on va déjà présenter un peu comment nous est venue cette idée d'épisode. De bonus. Oui. Je disais à... On confond pas. Mon père a essayé de me lancer sur de la politique et il finit par me parler des gilets jaunes qui voudraient gagner le salaire de Carlos Ghosn sans rien foutre. Ce à quoi moi je lui réponds de bonne aloi, Carlos Ghosn il a jamais rien foutu non plus, hein. Il a jamais monté une voiture tout seul et pourtant il touche de l'argent de la vente de voitures. Et là mon père il me dit oui mais sans lui Renault n'existerait plus. Ah. Et donc vu qu'on n'avait pas d'idée de bonus, on est parti sur Carlos Ghosn a-t-il sauvé Renault ? Merci papa, on t'embrasse. Merci. J'aime mon père même s'il est de droite. Ça ferait un beau titre de livre. Hein. Alors, j'avoue, ça sera le titre de ma biographie. C'est ça, ouais. Alors, est-ce que tu as une idée d'attaque ou tu me laisses commencer par les éléments biographiques ? Je te laisse commencer par les éléments de notre cher Alors, samouraï. qu'est-ce que Renault ? Renault est un constructeur automobile français fondé en 1899 par les frères Renault. Il joue un rôle essentiel pendant la Première Guerre mondiale, puisque la plupart des taxis qui emmenaient les soldats à la bataille de la Marne étaient des taxis Renault. Bataille de la Marne qui se trouve dans la Marne ? Oui. Près de la Seine-et-Marne. Et voilà. Je connais pas les départements. Donc Renault joue aussi pendant la Première Guerre mondiale un rôle majeur dans l'armement, l'aviation, les chars et les chars Renault. Les fascistes. Ensuite vient la Deuxième Guerre mondiale et visiblement ils ont décidé de se faire pardonner auprès des Allemands parce que là c'est festival de la collaboration. Et des Espagnols aussi. Enfin les Franco. Ah oui, les franquistes. Ah oui. Ce qui amène à la nationalisation après la guerre. Voilà, le meilleur jour de Renault. Pendant les années 60-70, Renault c'est un gros nid à syndicalistes et à gauchistes, il y a pas mal de mouvements maoïstes notamment. Beaucoup de CGTistes. Et c'est aussi un laboratoire d'avancée sociale puisque c'est là que notamment se développent les 3e et 4e semaines de congés payés. Malheureusement, cette parenthèse idyllique prend fin dans les années 90 puisque Renault est de nouveau privatisé. Depuis, la marque se sert du sport automobile comme de vitrine. Tristesse. Donc ça, c'était Renault avant Ghosn, et Ghosn avant Renault. Alors Ghosn, il vient d'une famille d'industriels, sans grande surprise. Waouh. C'est marrant parce que les gens qui font PDG de l'automobile, ils viennent rarement d'une famille de carrossiers ou de sidérurgistes. Oui, c'est vrai. Alors que ça pourrait. Non, pas dans un monde comme le nôtre. Alors, il a fait des grandes écoles d'ingénieurs, notamment l'école des mines, et il fait ses armes professionnelles chez Michelin, en Amérique du Sud, et là il fait ce qu'il va faire toute sa vie, il prend une entreprise qui va mal et il charcute. Il ferme des sites, il vire du monde, il réduit les coûts. C'est un coupeur de tête. Ensuite, il fait pareil pour Michelin en Amérique du Nord, rebelote, il taille dans le gras pour compenser les coûts de fusion de Michelin avec Uniroyal, et Michelin devient le premier manufacturier de pneus au monde. Merci Carlos. Et il est fort, hein. Merci Carlos. Et il est impressionnant, donc je pense que peut-être il a sauvé Renault si ça continue comme ça. Dans les années 90, il entre chez Renault sous la supervision de Louis Schweitzer, où il fait de la restructuration et de la réduction de coûts. Alors restructuration, c'est un joli mot pour dire qu'on va virer plein de gens. Il vire des gens et ceux qui restent, ils travaillent plus. C'est ça. C'est l'idée. Ensuite, on l'envoie s'occuper de Nissan, et
grosso modo, il redresse Nissan qui était quasi en faillite, enfin c'était plutôt moribond. Oui. Une fois de plus en virant du monde, puis en sabordant le droit du On travail dit pas japonais. virer, on dit restructuration. En restructurant du monde. Voilà. Et il fait un truc qui est assez classe pour flexibiliser le marché du travail japonais. Il Il balance met une fin valise. au poste à vie dans les entreprises. Waouh. Donc c'est le progrès. C'est C'est quand les gens ils avaient pas peur du chômage et puis Maintenant ils ont peur du chômage. voilà. C'est beau. Comme s'ils avaient besoin de raisons pour se suicider les Japonais quelque part. Ah bah oui, tout à fait. Parce que c'est un pays qui va très bien. Donc au Japon, il ferme 5 usines, il réduit les effectifs. Nissan rembourse sa dette et redevient rentable. Il gagne alors le surnom de Cost Killer, ce qui lui permet de superviser l'alliance Renault-Nissan, dont il devient le PDG. Et il est vu en plus, à un moment il devient PDG, comme le patron des patrons, aussi appelé au Japon le samouraï. Ah oui, au Japon, il y a une grosse hype Ghosn, Ouais. après qu'il ait redressé Nissan. Voilà. Il y a même un manga à son effigie. Non, On c'est vous vrai invite... Ouais, c'est un vrai truc. Oh On putain. vous invite à taper Carlos Ghosn manga dans Google Et Images. qui a financé ça? Renault? J'en ai aucune idée. Lui? Je sais pas. L'argent de la restructuration? Donc, ce qu'on peut tirer de cette brève introduction, c'est que Carlos Ghosn semble relancer les entreprises moribondes en taillant dans le gras. Mais qu'est-ce que le gras? Est-ce que c'est ce qu'il va faire chez Renault? La suite nous le dira. Nous désirons avertir nos abonnés que ce film renferme des scènes de violence. Donc, Vilou, qu'est-ce qu'il fait Carlos Ghosn chez Renault? Alors, Carlos Ghosn, donc vous l'avez dit, il revient très souvent pour avoir des nouvelles idées pour relancer une boîte. Alors, en l'occurrence, Carlos Ghosn, donc je sais plus c'est quand à peu près qu'il prend le contrôle de Renault, c'est début il travaille 2000. dans les années 90, mais il devient PDG en 2005, je crois. Voilà, 2005. Donc déjà, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait une grande politique qu'on appelle la politique des SUV crossover. Alors, ça s'appelle pas comme ça, c'est moi qui l'appelle, mais c'est pas grave. Donc en gros, Renault était très critiqué sur le fait qu'il refaisait tout le temps les mêmes modèles, juste en un peu plus nouveau, les Mégane, les Scénic, les Twingo et compagnie. Du coup, Ghosn s'est dit, il faut quand même faire des nouveaux modèles. Et qu'est-ce qui marche en ce moment? C'est les crossovers et les SUV. Donc les crossovers SUV, c'est les voitures familiales qui sont entre des voitures de ville, des voitures de ville, et des espèces de 4x4. Donc c'est ça les crossovers. C'est par exemple un Scénic, c'est un crossover. Un 2008, un 3008, c'est un crossover. Et du coup, il a développé donc déjà en 2013 le Captur et en 2015 le Kadjar. Malheureusement, ça a été plutôt critiqué parce que même si par exemple le Captur était plutôt d'entrée de gamme pour les familles aux alentours de 18 000 €, il y avait pas mal de problèmes normalement de volume, où beaucoup critiquaient le fait que le Captur c'était certes moins cher qu'un Scénic, mais c'était quand même beaucoup plus petit, beaucoup moins, il y avait pas de place à l'arrière, il n'y avait pas de coffre, enfin il n'y avait rien, c'est genre tu mettais une valise et c'est fini. Je le sais pertinemment parce que mes parents ont un Captur et quand on part en vacances c'est la galère. Et le Kadjar était lui aussi très critiqué parce que certes il était plus gros qu'un Captur, voire même plus gros qu'un Scénic, mais il était surtout beaucoup plus cher. Un Kadjar c'est aux alentours de, je sais pas, genre 30 000 €, un truc comme ça, donc ça fait quand même une somme, là où un Scénic c'est un peu plus 23 000, 24 000 €. Mais voilà, du coup, Ghosn a essayé de relancer l'industrie en proposant ces modèles qui ont quand même plutôt bien marché, hein. Le Captur ça reste aujourd'hui un produit phare de Renault, puisqu'ils ils ont sorti le modèle 2 en 2019. Mais voilà, c'est en gros ce qui s'est passé pour Carlos Ghosn dans sa politique des SUV et des crossovers. Donc, moi je vous invite à aller regarder l'interview de Mathieu Suc sur le Média, si ça vous intéresse, ce dont on parle dans ce podcast. Mathieu Suc, c'est un journaliste de Mediapart qui est l'auteur de Renault Nid d'espion. Alors, d'après lui, Ghosn, c'est pas un capitaine d'industrie au sens noble du terme, c'est-à-dire quelqu'un qui va amener quelque chose de nouveau dans la production, etc. C'est vraiment un capitaliste. C'est juste réduire les coûts, etc. Mais alors, niveau industriel, c'est pas foufou. D'après Mathieu Suc, il n'y a quasi pas de grandes voitures produites pendant l'ère Ghosn par Renault. C'est que des ressucés de modèles passés, avec quelques expérimentations, comme vient de nous parler Vilou, et la Dacia Logan, mais qui avait déjà été impulsée par son prédécesseur. Donc la Dacia Logan, ça a la particularité d'être une voiture très peu chère, si je dis pas de conneries. C'est ça le principal argument de vente de la voiture. Pour ce que c'est, voilà. Donc on a évacué l'aspect production, donc Ghosn, production chez Renault, il se passe rien de fou. Non. Mais une entreprise, ça ne sert pas à produire des biens et des services utiles ou qualitatifs. Ça sert à faire du bénéfice et à créer de l'emploi. Et est-ce qu'il crée de l'emploi, le petit père Ghosn ?
Alors, c'est compliqué parce que, en fait, non. Il en crée pas du tout, enfin très peu. En fait, c'est assez compliqué parce que dans l'ergone, alors comme tu l'as dit tout à l'heure, donc à la nationalisation, il y a eu une amélioration des conditions de travail, toute une lutte syndicale qui a été extrêmement forte. Et après, donc du coup, le retour au privé, il y a eu avec l'ergone toute une désindustrialisation très forte de certains pays, notamment la France, puisque les travailleurs coûtent trop cher en France. Du coup, on va bouger l'entreprise vers des endroits plus rentables, notamment un pays où c'est très peu cher de produire. La Chine. Eh oui, la Chine, c'est moins cher, c'est bien. En plus, ils peuvent travailler plus longtemps parce qu'il n'y a pas de code du travail. C'est vachement pratique. Alors, grosso modo, si vous voulez savoir si un travailleur coûte trop cher, s'il gagne plus que de quoi se nourrir et pas venir à poil le lendemain au boulot, c'est qu'il gagne trop cher. Si je peux dire ça, c'est qu'il y a un site qui marche très bien pour Renault, qui fait plutôt les gros bénéfices de construction de voitures pour Renault en Europe, c'est la Roumanie. Ça aussi, ça coûte pas cher. Ah oui, c'est pas c'est cher. là où est implanté Dacia, c'est ça? Oui, voilà. Oui, en fait, ils cherchent toujours les pays les moins chers. Et le problème, en fait, c'est qu'on voit... Oui, puis grâce à l'Union européenne, c'est super facile de délocaliser Oh bah alors en là, Roumanie. Ça, c'est c'est open parfait. bar. C'est open bar. Et surtout, en fait, depuis l'ère Ghosn, du coup, où il y a eu des contrats de compétitivité. Et les contrats de compétitivité, c'est un peu, en fait, la fin d'une entreprise. C'est ce qui signe vraiment la fin d'une entreprise. Parce que, finalement, mon cher Ed, qu'est-ce qu'un contrat de compétitivité en quelques mots? Alors, un contrat de compétitivité, c'est quand on demande de nouvelles concessions aux salariés pour que l'entreprise soit plus compétitive, c'est-à-dire qu'elle puisse produire pour moins cher. Voilà, parce que l'entreprise est en difficulté. Et c'est ce qui s'est passé quand Ghosn est arrivé. L'entreprise était en difficulté. Ce qui fait qu'il il y a un premier temps avant les contrats de compétitivité. Ça vient après. Mais déjà, il arrive, il fait déjà du cost killing, il vire des gens, il réduit... il fait tout pour faire du moins avec plus, c'est-à-dire que par exemple à Sandouville, il y avait 4200 salariés qui produisent autant de véhicules par jour qu'il y a 10 ans avec 7000 salariés. Il y a de nombreuses délocalisations, on en a parlé, et ça mène déjà à des premières vagues de suicides, notamment les suicides au technocentre. C'est ça. Donc ça mène à des premières vagues de suicides, notamment, je vais peut-être raconter un petit récit. Donc d'un suicide qui, celui-là, donc il est... est-ce que j'ai une date pour celui-ci? Oui. Donc en 2007, donc c'est un père de famille d'une quarantaine d'années qui a tenté de se pendre dans un atelier. Il portait autour du cou une pancarte qui avait inscrit les noms de ses chefs d'atelier avec cette mention « Ils m'ont tué ». Donc en fait, on voit apparaître de plus en plus des vagues de suicides, ce qu'on appelle aussi des burn-out, ce qu'on appelle aussi des risques psychosociaux. Donc c'est le terme technique pour tout ce qui est souffrance psychophysiologique au travail. Et on voit en fait une masse de plus en plus importante de ces risques psychosociaux. Par exemple, au Technocentre, donc l'entreprise du Technocentre avec 9600 employés, il y a eu 136 burn-out qui ont été recensés depuis 10 ans. Moi j'ai un autre site qui est sympa. Au site de Cléon, il y a eu 8000 emplois sur 34 000 qui ont été supprimés. Au site de Cléon, il y a aussi eu une dizaine de suicides et tentatives, et dont un homme qui s'est pendu avec une inscription qui disait « Tu expliqueras ça à mes filles, Carlos ». Grosse ambiance. On sait que c'est un ouvrier qui était apparemment un ouvrier modèle et qui a subi des pressions et du chantage après avoir participé à des grèves. Exactement. Et selon un délégué syndical, ces tentatives, je le cite là, ces tentatives sont liées à Renault. Les cadences sont infernales. En 2007, le projecteur avait été mis sur le malaise des cadres. On a oublié celui des ouvriers. Oui, parce que c'est ça, les suicides du technocentre, c'était plutôt des cadres. C'était plutôt des cadres, ouais. Parce que, en fait, ce qui se passe, c'est pas juste on coupe les coûts et on réduit la production, c'est les gens qui restent sont censés faire autant que ce qui se faisait avant, qu'on vire tous leurs collègues. Ouais, exactement. Et du coup, Renault a essayé de trouver des solutions à ça. Et ce qu'ils ont trouvé, c'est ce qu'on appelle l'intérim. L'intérim, en fait, est-ce que tu peux expliquer en quelques mots ce que c'est ? Putain, je suis pas très fort là-dessus. C'est quand tu fais appel à une boîte extérieure pour te financer, pour te filer des salariés à court terme. Voilà, c'est ça. Qui vont être en CDD. Voilà, c'est ça. Tu n'es pas dépendant de l'entreprise pour laquelle tu bosses, tu es dépendant de l'agence pour laquelle tu es engagé. Donc l'agence d'intérim qui te place, en gros, tu vas t'inscrire là-bas et ils sont censés te chercher des contrats. Voilà. Et elle représente aujourd'hui 45% de la masse salariale et qui est affectée aux tâches les plus difficiles. Alors sinon, un truc qui est intéressant, c'est que Renault donc, profite abondamment des aides de l'État, parce que les libéraux, ils aiment pas quand l'État intervient, sauf quand c'est pour filer du blé aux entreprises. Ouais. Mais ça ne l'empêche pas d'organiser un nouveau plan de départ en 2010.
Carlos Ghosn défie l'État. Pourquoi ? Parce que l'État est persuadé que Ghosn est indispensable à l'alliance Renault-Nissan. Sauf que ce que dit Mathieu Suc dans son interview pour le média, c'est qu'apparemment, il y a déjà des traces et des preuves de compte-rendu de réunion où il y avait pas mal de gens chez Nissan qui réfléchissaient à se débarrasser de Ghosn. Oui. Mais en gros, tout au long de sa carrière, ce truc de l'alliance Renault-Nissan ne peut pas se faire sans moi, c'est ce qui va lui permettre de faire passer les pires saloperies en termes d'emploi et de désindustrialisation de la France. Exactement. Aussi, tout ce dont on vient de parler, visiblement, ça ne suffit pas, puisqu'en 2012, il chouine au mondial de l'auto que Renault n'est pas à l'abri de disparaître, parce que la France n'est pas assez compétitive. Et c'est là qu'on en vient, parce que, oui, la France n'est pas assez compétitive, et il y a des chutes de ventes en Europe. Et c'est là qu'on en vient à l'accord de compétitivité de 2013. Voilà, donc en fait, l'accord de compétitivité, donc Ed l'a très bien expliqué, j'ai juste rajouté un truc, c'est ce qu'on voit apparaître de plus en plus en fait, et ce qu'on entend de plus en plus d'ailleurs dans les médias. Aujourd'hui, vous allumez la télé, vous entendez on parle beaucoup de l'accord de compétitivité, que la loi d'ailleurs El Khomri / Macron a permis, dont a permis l'essor en fait, parce qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus simple de virer un employé qu'avant, et les contrats de compétitivité sont plus simples à signer qu'avant. Pour des techniques, là je vous conseille d'aller voir plutôt des analyses, etc. Parce que c'est des gens qui ils en parleront mieux que nous. Mais en tout cas, le contrat de compétitivité, en fait, il va permettre d'augmenter le temps de travail et de baisser les salaires. Et ça, c'est un énorme problème. Parce qu'en fait, c'est littéralement la fin d'une entreprise. Parce qu'on a vu beaucoup d'entreprises qui ont signé un accord de compétitivité et qui pourtant ont fermé, malgré tout. Et là, je vous conseille un film qui s'appelle En guerre, et qui parle en fait de ça. Qui parle de ces gens qui ont signé un accord de compétitivité, un contrat de compétitivité, et dont l'entreprise va fermer, finalement ferme. Et on voit en fait tous les risques psychosociaux dont on a parlé tout à l'heure, les burn-out, les TS au travail, etc., qui peuvent engendrer ces situations extrêmement stressantes. Parce que en plus de ces contrats, donc c'est-à-dire cette charge de travail supplémentaire, de ces risques psychosociaux, il y a le risque du chômage, qui n'est pas un idylle, contrairement à ce que diraient certains libéraux, mais qui est littéralement, pour certains, une mort sociale et économique très forte, puisque ce sont souvent des personnes qui ont travaillé pendant très longtemps dans les mêmes entreprises et qui ne sont plus attirants, entre guillemets, sur le marché du travail. Et en plus, ce qu'on voit avec ces accords de compétitivité, il y a des médecins en fait qui ont signalé ces accords-là, en tout cas qui ont signalé les conditions de travail, puisque suite à une action du syndicat Sud qui a déclenché une alerte psychosociale, donc c'est en fait quand les conditions de travail se détériorent et qu'on voit de plus en plus apparaître de maladies du travail, liées au travail, même si le burn-out n'est pas considéré comme tel. En vérité, ça en est quand même une, dont le médecin rend un rapport qui marque texto, les burn-out se multiplient à cause de ces clauses. Alors, je tiens juste à rajouter un petit truc, une autre concession qui est demandée aux employés par l'accord de compétitivité, c'est les mutations plus faciles. C'est-à-dire qu'on va pouvoir te balader à droite à gauche, c'est pas grave si t'as fait toute ta vie ici. Tu restes à une famille là-bas. Voilà, c'est ça. On a besoin d'un type dans l'usine qui est à 400 bornes, et bah tu vas aller bosser à 400 bornes. Exactement, sinon tu dégages. Un truc qui est intéressant, c'est que ça a été signé par 3 syndicats que nous ne nommerons pas par courtoisie. On peut les nommer. Alors, la CGC, je me trompe toujours parce qu'il y a beaucoup de lettres. CGC, CFE, j'ai envie de dire. Donc le syndicat des cadres, bon, à la limite ça. Voilà. La CFDT, donc la CFDT, si vous connaissez pas, on peut dire c'est une filiale du MEDEF. Oui, c'est même, ouais, c'est une bonne filiale, ouais. C'est une filiale du MEDEF. Et FO, c'est mitigé. Il y a des fois c'est bien, des fois c'est pas bien. Là c'était de la merde. Empêtré dans des affaires en plus. Mais en plus à l'époque, ils étaient déjà empêtrés dans des affaires assez sales. Mais la CGT refuse de signer et d'après ses délégués syndicaux, c'est un accord qui est sans contrepartie puisque la seule chose sur laquelle s'engage Ghosn, c'est sur des volumes de production, sauf que c'était déjà les volumes de production qui avaient été annoncés 2 ans auparavant. Il y a une autre chose sur laquelle Ghosn s'engage, c'est renoncer à 430 000 € de son salaire chez Renault, donc un tiers, mais ça c'est pas trop grave parce que à côté il touche encore 10 millions chez Nissan. Ce qui lui a permis notamment de réserver Versailles pour lui et sa grande fête. C'était pas pour lui, c'était pour des fins professionnelles. Ah oui, c'est vrai. Il l'a dit. Oui, bah oui. Arrête. Ah là là là, je suis mauvaise langue. T'es toujours très mauvaise langue. Terrible. Non, si aussi, il s'engageait à maintenir les usines françaises jusqu'en 2016, mais vous allez le voir, la suite est assez triste. Donc évidemment, cet accord de compétitivité, qui est... c'est pas un accord en fait, c'est les salariés à qui on a fichu la trouille qui acceptent de travailler dans des conditions... C'est un flingue sur la tempe. Voilà, exactement, encore moindre. Cet accord est applaudi
par ce gros benet d'Arnaud Montebourg. Ah, le Arnaud. Parce mais que oui. cet accord a lieu sous une présidence PS, ça c'est merveilleux, ça c'est le socialisme. Ah, ça là, ouais, là, ça y est. C'est des trucs où tu te dis déjà ça passerait de droite, sous un gouvernement de droite, on serait un petit peu, bah dis donc... Mais alors là, c'est sous le PS. Et alors, Montebourg, il se frotte les mains, mais quelque part, le PS, c'est un peu ça. Montebourg, on lui annonce que on rétablit le travail des enfants, mais que les gamins, ils auront des RTT pour aller à l'école. Il applaudit parce que c'est une mesure humaniste. C'est la beauté du progressisme. Donc, la situation récente, maintenant. Bah, grosso modo, après l'affaire Ghosn, donc, affaire Ghosn, il y a eu plusieurs montages financiers pour se rincer, lui et d'autres cadres je crois que c'était des cadres de Nissan, pas des cadres de Renault. Oui, c'est des cadres de Nissan, c'est ouais. ça. Ouais. Et de l'abus de biens sociaux, c'est-à-dire qu'il a tapé dans les caisses de Nissan pour se faire plaisir. Pourquoi pas, hein. Et d'autres manœuvres plus complexes qui consistaient à se payer en avant dans le futur. J'ai rien compris, moi, personnellement. On vous laisse aller se renseigner. L'optimisation fiscale. Bon, du coup, est-ce que Carlos Ghosn a sauvé Renault ? Ça, c'est une grande question qu'on se pose, mais pas trop. Puisque entre avril 2018 et novembre, ça n'a pas trop bien marché pour Renault, puisque Renault a perdu 38% de sa valeur sur les bourses, tout comme Nissan qui en a perdu à peu près 34%. Donc on constate déjà en fait une perte progressive et plutôt rapide d'ailleurs de la valeur de Renault et de Nissan, qui n'est pas du tout liée au coronavirus, et il y a eu le coronavirus. Déjà, la chute de Carlos Ghosn pendant l'affaire Ghosn, ça a fragilisé la direction de Nissan, parce qu'il y avait personne qui était trop prêt à prendre la tête, etc. Mais il faut pas croire que c'est juste, il a fait du bon boulot, mais il a fait des malhonnêtetés. Et non, globalement, même avant l'affaire Ghosn, c'était déjà en train de battre de l'aile, notamment grâce à des erreurs stratégiques, une mauvaise anticipation du marché et une incapacité à s'implanter en Chine, plus une offre de véhicules pas très bandante dont on a parlé au début du podcast. Oui, ça s'est très très mal passé. Ça s'est très mal passé. Donc est-ce que Ghosn a sauvé Renault ? Bah, dans l'ensemble, déjà il a rien fait d'exceptionnel en tant que gérant, et en plus il a complètement foutu le boxon avec ses affaires illégales. La valise. Mais par contre, alors ça c'est très bien, ça c'est les animaux de compagnie du capital, ils voyagent en soute dans des valises, et ben le petit Ghosn, il a fait son petit voyage en valise. Yes. Et au moins, ça a donné des trucs à raconter à Léa Salamé. Et même pas qu'à Léa Salamé, à plein de gens, puisque en fait, quand Carlos Ghosn a décidé de faire un Houdini 2.0, donc se barrer en balise jusqu'au Liban, il y a eu des vagues de chien-chien du capital, donc c'est-à-dire des gens qui l'ont soutenu, notamment une pétition que j'ai trouvée sur change.org, comme quoi on ne trouve pas que des pétitions intéressantes sur change.org. Donc de 804 pour le moment signataires, c'est peu, je pense que c'est la superficie du 16e arrondissement de Paris, qui a probablement tous décidé de se jeter sur change.org pour une fois, dont on peut lire plusieurs citations que je vous ai trouvées. Moi je les trouve croustillantes, dont une, alors c'est la seule que j'ai oublié de reprendre le nom, qui nous dit, on va l'appeler Jackie. Jackie nous dit que Carlos Ghosn, finalement, c'est un homme hors norme qui mérite le soutien et le respect. Alors Michel, elle nous dit il nous faut un homme comme lui aux commandes de l'État. Ghosn président, donc peut-être Ghosn 2022, on ne sait pas, hein, on espère. Espérons. Agnès, elle, nous parle d'un grand capitaine d'industrie qui, malgré, c'est vrai, son salaire discutable, qui s'élevait par an à peu près à combien ? 15 millions. Voilà. A pu ramener Nissan, qui était une boîte moribond, en leader d'industrie. Thierry, lui, qui travaille sans doute à la Ligue des droits de l'homme, revendique. Ghosn a choisi de ne pas subir la torture japonaise. Eh oui, c'est terrible, hein. Et Capital, lui, alors là, c'est Capital, c'est un journal qu'on aime beaucoup chez nous, déjà parce que son nom est fabuleux. Lui a titré pour essayer de protéger un peu Carlos Ghosn. Ils ont essayé de trouver des excuses et ils ont dit, donc le titre c'est ça, des emails internes démontrent un coup d'état monté de Nissan. Bon, en fait, les emails ils montrent juste que Nissan n'en peut plus de Carlos Ghosn et qu'ils essayent de le dégager. Voilà. Et c'est triste. Et il y a eu l'affaire Léa Salamé. Mais qui est donc Léa Salamé ? Un des exemplaires de ce qui se fait de mieux en termes de chien de garde du capital dans les médias. C'est très vrai. Actuellement. C'est Pujadas en femme. C'est beau. C'est exactement ça, c'est Pujadas en femme. C'est exceptionnel. Donc en fait, Léa Salamé, elle est à France Inter le matin, je crois, tous les matins. Et elle doit être aussi sur... Elle anime des débats sur France 2. Enfin bref, vous la voyez beaucoup, Léa Salamé. Vous la voyez beaucoup. Normalement, le nom doit vous dire quelque chose.
au moins. Moi, son sourire m'effraie à chaque fois qu'elle sourit. J'ai l'impression qu'elle va prendre mon portefeuille, se barrer avec la sécu et ne plus jamais revenir parce que c'est progressiste. Donc elle me fait très peur, cette dame. Et encore plus quand elle a interrogé Carlos Ghosn. Elle est venue jusqu'au Liban. Ça tombe bien parce que son père est... je crois son père travaille au Liban. En tout cas, oui, je crois que c'est ça. Oui, parce qu'on n'est pas trop revenu sur l'affaire Ghosn parce que c'était pas ce qui nous intéressait et que ça a été beaucoup traité dans les médias. Si c'est un point qui vous intéresse, vous trouverez largement de quoi vous régaler. Largement. Le Mediapart. Mais le Figaro, non. Carlos Ghosn, c'est un fugitif. C'est un fugitif qui s'est barré au Liban. Voilà, quand t'es riche, tu ne vas pas en prison. Mieux. Quand t'es riche, tu te barres dans une valise et selon Léa Salamé, c'est une histoire à faire rêver les petits et les grands. Parce qu'en fait, Léa Salamé, elle trouve ça fabuleux. Un homme d'entreprise qui a, comme on l'a vu, créé une situation très difficile pour les travailleurs. C'est presque un bagne en fait. Renault, c'est devenu un bagne qui place les salariés, et on va le voir encore tout à l'heure, dans des situations extrêmement complexes, autant physiquement que psychologiquement, avec des TMS très importantes. Les TMS, c'est les troubles musculo-squelettiques, c'est-à-dire les maladies que vous pouvez développer suite à des conditions de travail délétères pour votre santé physique. Et des RPS très nombreuses. Donc les RPS, on l'a dit tout à l'heure, c'est des risques psychosociaux, notamment les burn-out, les suicides, les dépressions, etc. Donc cet homme-là qui a créé une situation de travail encore pire que ce qui avait été fait avant, qui a coupé des têtes, a pu savoir qu'en faire, qui a viré énormément de gens. C'est ce type qui te dit que les smicards français coûtent trop cher, alors que lui, ces 15 millions d'euros annuels de rémunération, c'est pas suffisant, faut aller taper dans la caisse. Faut aller taper dans la caisse, faut aller réserver Versailles, faut aller montrer son argent de façon complètement indécente. Donc du coup, cet homme-là va utiliser les médias de façon et pas que Léa Salamé, pas que ces journalistes-là. Il y a une fascination pour les journalistes bourgeois vis-à-vis de Carlos Ghosn et un soutien très fort de la bourgeoisie vis-à-vis de Carlos Ghosn. Parce que pourquoi ? Parce qu'ils ont peur que ça leur arrive. Ouais, mais je pense que plus que ça, Ghosn, il est vraiment emblématique. C'est pas n'importe quel patron, c'est vraiment un patron dont toute la carrière, ça aura été de faire ce dont rêve le capital. C'est-à-dire de racler au maximum les coûts du travail. Oui, tout à fait. Pour faire monter la cotation boursière. Et ils partent pas nulle part, ces coûts du travail. Ils partent dans les dividendes. Oui, parce que quand on vous dit une entreprise n'est pas rentable, ça veut pas dire qu'elle n'a pas de quoi réinvestir pour sa production. Ça veut dire qu'elle ne rince pas assez les actionnaires. C'est ça. Ça veut dire ça, pas rentable. Il faut vraiment se le mettre dans le crâne. Voilà. C'est pas je ne gagne pas assez pour que mon activité se maintienne. C'est je ne file pas assez de pourcents à mes actionnaires. C'est ça. Et en fait, on a tout à fait l'exemple de ça avec Carlos Ghosn. Carlos Ghosn, il a été vu comme le patron des patrons à sa grande époque où c'était littéralement un espèce de demi-dieu sur terre du libéralisme. C'est un apôtre du libéralisme finalement, si je peux employer les termes un peu bibliques. Et Léa Salamé, enfin moi je prends cet exemple, mais en fait c'est pas elle le problème entre guillemets, c'est prototypique en fait c'est prototypique de la bourgeoisie journalistique qui du coup va se servir de cet exemple pour déjà critiquer la justice japonaise en disant que ça ne les concerne pas, qu'ils sont violents. Regardez le pauvre, il ne peut même pas aller voir sa famille à Noël. Combien d'incarcérés en France ne peuvent pas sortir de la prison pour aller voir sa famille à Noël? Ah oui, parce que quand c'est des taulards, quand pauvres, c'est des dealers ou quoi, ouais, voilà. On s'en fout. Hein. Ouais, mais la nôtre n'est pas mieux non plus, quoi. Oui, mais ils se sentent pas très concernés par les droits de l'homme au Japon quand c'est des taulards normaux japonais, les mêmes journalistes. Je suis désolé, mais Léa Salamé, elle avait pas sorti l'année d'avant une enquête sur les conditions carcérales au Japon tant que c'était pas un PDG de chez nous qui y était. Ça se trouve, elle fixe 5 balles à la Ligue des droits de l'homme. Hein. Bah, t'en as des enquêtes qui sont menées. T'en as des enquêtes qui sont menées sur les conditions de vie des prisonniers au Japon, surtout quand on a des Français qui témoignent. Et c'est vrai que ce qui en ressort, c'est que c'est pas joli la prison au Japon. Hein. Tu rêves complètement pas d'y aller. Et c'est très facile d'y aller, surtout quand t'es étranger. Suffit de faire une connerie et c'est bon, les flics ils t'arrêtent et tu vas en tôle, tu vas. Enfin, c'est surtout que t'as même pas de genre ils te chopent et ils te jugent quand ils veulent en fait. Genre ils peuvent te laisser 20 jours au trou sans que tu le saches en isolement et tu te démerdes quoi. Mais oui, c'est sûr qu'on s'y intéresse que quand c'est des PDG qui viennent, mais t'as quand même des enquêtes qui sont menées par certains journalistes, notamment chez Mediapart, j'avais vu à l'époque, qui, les frères hein, Mediapart, on les embrasse, qui effectivement essaient de montrer les conditions de vie des... Oui, mais ce que je dis, c'est que c'est pas les mêmes journalistes qui font ce genre d'enquête que ceux qui vont le plaindre et qui vont dire que c'est grave quand ça arrive à Carlos Ghosn. En même temps, Léa Salamé, c'est une grosse...
Donc, par contre, oui, on veut juste préciser quelque chose. On est anti-prison ici. On pense que la prison, ce n'est pas quelque chose qui est utile pour la société. Je pense que tu partages mon idée là-dessus. Oui, complètement. Mais alors, la problématique étant que là, Carlos Ghosn, c'est plus le soutien que les bourgeois ont apporté à Carlos Ghosn dans son incarcération, alors que la plupart du temps, ils s'en foutent quand c'est des pauvres. La prison, on est d'accord que c'est plutôt dans nos perspectives politiques, dans le système qu'on aimerait qui advienne politiquement, ça n'aurait plus sa place, ce type de justice punitive. Tout à fait. Mais moi, je reste très ferme sur le fait que tant que les pauvres vont en prison, on m'arrachera pas une larmichette quand c'est un type qui s'est rincé parce que ces 15 millions d'euros de salaire annuel ne lui suffisaient pas, qui se retrouve en tôle. Et qui est responsable de tant de problématiques. Moi, je serais très content qu'il aille en tôle. Oui. Ce qui ne veut pas dire que je pense que la prison, c'est un bon moyen de gérer la déviance, la délinquance, ni même les problématiques criminelles. C'est pas un bon moyen. Oui, c'est ça. Oui, t'as oublié le pas. Non, je pense que c'est pas un bon moyen. Mais tant que, une fois de plus, moi, tant que les pauvres vont en prison, on m'arrachera pas une larmichette sur les riches qui y vont. Oui, tout à fait. Surtout quand c'est les pauvres qui se retrouvent en prison, ça va être des gens qui ont dealé du shit ou qui ont volé parce que y a des fins de mois difficiles. Et quand c'est les riches qui y vont, une fois de plus, c'est parce que 15 millions par an, ça suffit pas, donc faut taper dans la caisse. Exactement. Et non, il se barre. Moi, si jamais il finit en tôle, Carlos Ghosn, et si Dieu le veut, ça me tirera pas la moindre larme. Voilà. Pour finir sur la situation récente, en 2019, Renault reçoit 5 milliards d'euros d'aide de l'État. Oui. Et supprime 15 000 emplois dans le monde, dont un tiers en France. Donc voilà, ça ressemble à ça, Renault post-Ghosn. Est-ce que c'est sauvé ? C'est pas trop sauvé. Et c'est pas fini. Parce qu'il y a eu le coronavirus. Et le coronavirus a permis à Renault, finalement, d'un peu continuer à justifier sa politique de désindustrialisation des pays comme la France, puisque Renault prévoit 3 nouvelles fermetures. Malgré la politique draconienne du chiffre, avant tout, 2 délocalisations massives et d'emplois précarisés, 3 sites, comme je le répète, sont aujourd'hui menacés en France, et ce malgré aussi l'apport financier que a dégagé l'État suite à la crise du Covid-19. Donc je vais les citer, ces sites. C'est Choisy-le-Roi, Dieppe et j'ai très mal écrit, je crois que c'est Lorient-Caudan. Je crois que c'est ça, excusez-moi si je cite très très mal cet endroit. Donc voilà, donc ces 3 sites qui sont en grande difficulté. Il y a une mouvance syndicale qui est en train de se créer, qui est en train de gueuler pour protéger le site. Donc malgré tout, malgré des accords, malgré ces nombreux sacrifiés, parce que c'est pas eux qui se sacrifient, c'est pas Carlos Ghosn qui s'est sacrifié. Malgré ces nombreux sacrifiés, malgré la crise où on les a on les a obligés à revenir au boulot, malgré toutes ces choses-là, tous ces sacrifices qu'ils ont fait, c'est toujours pas suffisant. Leurs sites vont fermer. Voilà, donc maintenant qu'on a fait le tour du cas Ghosn, j'aimerais qu'on en tire des conclusions un peu plus élargies. Reprendre les moyens de production. C'est horrible parce qu'à chaque fois c'est nos conclusions. Ça sera pas exactement ça, mais ça va être ça. Ah, il y a une nuance, attention. Ce qu'il faut comprendre, parce qu'on nous dit souvent les entreprises créent de l'emploi, c'est faux. La tendance de long terme des entreprises capitalistes, c'est de se débarrasser au maximum de l'emploi. Exactement. Ou éventuellement de le délocaliser, mais l'idéal c'est pas ça. L'idéal c'est l'automatisation. Donc, on nous vend, oui, machin, faut soutenir les entreprises parce que l'emploi, c'est pas vrai. Les entreprises ne créent pas d'emplois. Les intérêts du système capitaliste font qu'à long terme, on se dirige vers de moins en moins d'emplois, de manière structurelle, quoi qu'il arrive. C'est pour ça que un chômage en France supérieur à 10%, c'est pas un accident du hasard. C'est pas parce qu'on n'est pas assez compétitif. C'est parce que l'intérêt, c'est d'avoir le moins de gens possible qui font le maximum de travail. Parce que il y a un truc qui est assez intéressant, c'est la répartition de la valeur ajoutée. Donc la valeur ajoutée, c'est quoi ? C'est ce qui est créé par l'entreprise. On la mesure, en France, par le PIB, le produit intérieur brut. Donc le PIB, c'est la valeur de ce qui a été créé en France sur une année. Ce PIB, il est divisé entre la part qui va au travail, c'est-à-dire au salaire, mais aussi aux caisses d'allocation familiale, à la sécurité sociale, qui part en cotisation, et le capital, c'est-à-dire ce qui revient dans la poche de ceux qui possèdent les moyens de production. Entre 80 et 2000, on passe de 70% de la part du PIB qui va pour le travail à 30% qui va pour le capital, à 60% pour le travail et 40% pour le capital. Le but des capitalistes, c'est d'améliorer leur marge au maximum en rognant sur la part qui va au travail. C'est exactement aussi simple que ça. C'est leur but, c'est leur intérêt, c'est le but du jeu pour eux. Comme le but du jeu pour les travailleurs,
ceux qui sont conscients de leurs intérêts, ceux qui sont syndiqués, mais pas que, c'est d'augmenter la part qui leur est due. C'est un bras de fer ça se tient, c'est normal, chacun défend ses intérêts, etc. Sauf que ça ne nous est jamais présenté comme ça. Les mesures qui visent à augmenter la part du capital dans le PIB nous sont toujours présentées en mode c'est inévitable, on peut pas faire autrement, c'est pour sauver l'emploi. On a bien vu que non. Des gens comme Carlos Ghosn, ils ne sauvent pas l'emploi. Non seulement ils désindustrialisent la France, ils suppriment des emplois, mais en plus les usines qui restent, ils les transforment en bagne, en usines à fabriquer des burn-out et des suicidés. Donc finalement, est-ce qu'on peut dire que les grosses entreprises capitalistes, sont contre le contrat social ? Alors, vas-y, développe. Alors, j'explique ce qu'est le contrat social ? Ouais, vas-y. Ok, d'accord. Donc c'est une idée, alors je crois que ça vient de Montesquieu. Donc le contrat social, en fait, c'est les citoyens qui composent la société acceptent de déléguer leur pouvoir, donc c'est-à-dire leur pouvoir décisionnel, à des personnes qui les représentent en échange de sécurité et de bien-être. Donc en fait, le contrat social, c'est je vote pour telle personne pour qu'elle me représente, mais en échange de mon vote, donc en échange du fait que je vous donne mon pouvoir politique, vous me devez protection sur tous les termes, c'est-à-dire protection physique, santé, etc., etc., et aussi sur le bien-être. Donc c'est ça le contrat social. Et ce qu'on peut constater avec cette attaque forte sur nos valeurs sociales, parce que les entreprises sont contre toutes les aides sociales, sont contre toutes les cotisations qui s'appellent charges sociales, sont contre toutes ces choses-là, ils ne veulent pas payer pour les autres, ils sont contre le contrat social, parce que le contrat social, il implique une chose, vivre avec les autres, et pas vivre sur les autres. Et les entreprises font ça en fait, ils vivent sur les autres. Et en fait, ce qui est intéressant, et on l'avait déjà évoqué avec Elon Musk, on pense pas qu'ils sont méchants. En fait, eux, ils ont une part du gâteau, et c'est normal qu'ils cherchent à avoir la plus grande part du gâteau possible. C'est juste qu'ils protègent leurs intérêts, ils jouent selon leurs intérêts, mais sauf que leurs intérêts sont complètement antagonistes avec ceux du reste de la population. Le problème, c'est pas qu'ils jouent pour leurs intérêts, c'est qu'ils sont une minorité et que leurs intérêts sont extrêmement violents pour la majorité. Exactement. Et le MEDEF, monter les 35 heures, il faut évoquer ce sujet. Et aussi, ce qu'il faut noter, c'est que, et entre la période où la part du capital était à 30% et celle plus récente où elle est passée à 40% du PIB, la part de l'investissement ne varie pas. Donc c'est pas vrai que quand ils ont plus de blé, ils investissent plus, ils embauchent plus. La fameuse théorie du ruissellement. Voilà, c'est ça. C'est pas vrai. Le plus gros de la part du capital ne va pas dans l'investissement. La part de l'investissement, c'est 10% du total. Donc à l'époque où c'était 30% la part du capital, c'était un tiers de leur part qu'ils réinvestissaient. Aujourd'hui, c'est un quart de leur part qu'ils réinvestissent. Le reste, c'est juste des sous qui vont dans leur poche. Donc quand on voit finalement, là, il n'y a pas longtemps, il y a 2 semaines, un mois, ça passe tellement vite. Donc les fameuses universités du MEDEF dont on adore, hein, avec leur beau caviar et leur belle tenue. Donc ce nouvel accord pour relancer la France, ça s'appelle France Relance, le projet économique. Quand on voit qu'on va filer énormément d'argent à ces entreprises sans aucune condition, aucune, il n'y en a vraiment aucune, hein, sans aucune condition. Tous les trucs genre CICE là où on leur balance des milliards à la gueule, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. C'est des cadeaux. C'est de l'argent de poche. Voilà. Donc il faut les forcer à payer. Ça va directement dans leur poche. Et ce qui est terrible, c'est que ce 60% qui va dans la part travail et 40% qui va dans la part du capital, c'est une estimation vue à la baisse parce que l'optimisation fiscale, en fait, donc le PIB français, il est mesuré par les richesses produites en France. Oui. Jusque-là, on est d'accord. Oui. Sauf que le principe de l'optimisation fiscale, c'est de dire non, j'ai fait du blé là-bas, là où on ne prend pas d'impôts. Donc, tout ce qui est optimisé fiscalement ne rentre pas dans le calcul du PIB. Donc, ça veut dire que la part du capital est encore plus importante que les chiffres officiels. Parce qu'elle a été optimisée fiscalement et ne rentre pas dans le calcul du PIB. Donc, ce qui plombe le budget des entreprises, c'est pas le coût du travail, c'est pas le fait que les smicards ils sont trop chers ou que ils travaillent que 35 heures alors qu'il faudrait qu'ils fassent 50 payés 35. C'est pas le fait non plus des étrangers. Ça c'est des conneries. Non, c'est pas le fait des étrangers. C'est le fait que la majorité des gains vont dans la poche de gens dont on n'a pas besoin. Ce sont des gens qui ne font rien d'autre
que posséder les entreprises. Les dividendes, par exemple. Voilà, que posséder les entreprises, posséder les actions dans lesquelles sont divisées ces entreprises. Et on n'a pas besoin d'eux, alors qu'on a besoin du travail. Sinon, ça n'existerait déjà plus. Ils font tout pour le rogner. Donc, la moralité de cet épisode, quelque part... C'est... Ah, je te laisse le dire. C'est... Nous, on a un plan pour sauver Renault. Ouais. On a une contre-proposition. Voilà, oui. Et la contre-proposition, c'est on leur prend tout. On prend Renault et il n'y a plus de part qui part ailleurs que dans le travail et l'investissement. On n'a pas besoin de rémunérer des gens à posséder le capital pour qu'une entreprise fonctionne. Et après, on va nous dire, oui, mais du coup, les gens qui ont le pognon, ils vont se barrer avec leur pognon, etc. Mais qui se barre ? Qui se barre ? Nous, on garde tout. On garde tous les moyens de production. Ils peuvent se barrer avec leur pognon. Nos moyens de production, ils vont en refaire du pognon. Parce que ce qui est intéressant pour eux, c'est les rentrées d'argent qu'ils ont. Si on leur... Même sans parler de leur prendre leur fortune, si on les laisse se barrer avec leur fortune à un moment donné, mais qu'à partir de ce moment donné, la fortune, elle n'est produite plus que pour nous, et pour l'entretien de l'outil de production, donc l'investissement, donc acheter des nouvelles machines, construire des nouvelles usines éventuellement, tout l'argent qui va être sécrété à partir de là, il pourra partir dans nos poches et dans le fait d'avoir un meilleur outil productif, dans le fait de réindustrialiser. Alors après, réindustrialiser, on peut en discuter, parce qu'aujourd'hui, il y a des nouvelles problématiques écologiques, etc. Mais en tout cas, au sens large, développer la production. Exactement. Donc, et aussi, ce qu'on peut proposer, nous, c'est par rapport à comment sauver Renault, on peut aussi élargir le plan à comment sauver les entreprises françaises. Arnaud de Montebourg, écoute-nous bien, je sais que tu nous écoutes tous les soirs avant d'aller te coucher, avant de te faire un bisou à ta magnifique photo où tu serres la main à Carlos Ghosn. Eh bien, nous, c'est très simple, on va faire exactement la même chose que ce que vient de dire mon cher camarade Ed, à toutes les entreprises. Ça, c'est l'objectif de fin, mais avant d'en arriver là, oui, tous les moyens pour que ce 60-40, il passe à 65-35, à 70-30, en limitant les gains, les dividendes, etc., ou en augmentant la part des salariés, tout est bon à prendre. Mais pour ça, il va falloir faire du protectionnisme. Il va falloir que ce soit illégal de se barrer pour aller fermer les usines ici, pour les ouvrir en Roumanie ou en Chine. Il faut nationaliser, il faut protéger. Il faut protéger. Oui, tout à fait. Arnaud Montebourg, si tu nous écoutes. Et il faut arrêter d'essayer de se rendre attractif, parce que de toute manière, on ne sera pas attractif face à des pays comme la Chine, à moins qu'on en arrive à des situations d'emploi qui sont les mêmes que les leurs. Oui, dans ce cas-là, on aura tout perdu. Donc là, on aura tout perdu. Ça, c'est des conneries, la compétitivité. On n'aura même pas de drapeau rouge. La tristesse, quoi. On aura tout perdu et sans drapeau rouge. Oui, mais donc il est tout petit, le rouge de notre drapeau. Donc vous imaginez, si on fait ça, il y a 30% du gâteau qui ne part plus dans la poche de parasites qui ne font rien d'autre que posséder, mais qui partent dans l'investissement et les salaires. Ça a de la gueule. Dans les salaires et au sens large. Ouais. Parce que les salaires, c'est aussi la sécurité sociale, c'est aussi le développement de la santé, c'est aussi le développement des aides pour les personnes... Université, école, route, un autre service public, la poste, c'est aussi c'est toutes les services publics. Ouvrir des nouveaux emplois. C'est pas juste mieux payer les gens qui bossent. C'est réouvrir des sites de production, c'est réemployer des gens. Ça a une autre gueule. C'est sûr que ça a une autre gueule. Ça a l'air plus sympa. Donc voilà. Ouais. Nous, on a un contre-plan pour sauver Renault. Ouais. Peut-être que Carlos Ghosn, s'il avait su, il aurait fait ça. Il aurait dit on va cost-killer les actionnaires, on donne plus de dividendes et puis... Finalement, peut-être qu'Arnaud Montebourg n'aurait pas signé. Peut-être aussi. Ah, écoute. Voilà. Mais ce qui est important, c'est ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui plombe les entreprises, c'est pas le coût du travail, qui de toute façon est indispensable dans une certaine mesure, parce qu'on peut pas produire sans travailleur, c'est le parasitage actionnarial. C'est les gens qui ne font rien d'utile à la production, mais qui s'en arrogent une part faramineuse. Ouais, ça fait intelligent, faramineuse. J'allais dire gigantesque, faramineuse, ça fait... Je suis un commentaire... On est des commentateurs politiques sérieux, on dit faramineux et gargantuesque. Voilà, on a beaucoup de diplômes ici. Alors, est-ce que tu as quelque chose à rajouter là-dessus ? J'ai juste une question. Est-ce que tu aurais des lectures, des vidéos à regarder sur ce sujet précisément, ou peut-être une chaîne YouTube, quelque chose, enfin un truc. Comme d'hab, Frio, c'est vachement bien. Frio quoi, par exemple? La vidéo d'Usul sur Frio. Ok, d'accord. C'est la meilleure en termes de vulga. C'est sur Usul 2000, je crois, hein, sa chaîne YouTube. C'est un Mes Chers Contemporains. Usul Frio, c'est la première qui vient. Ouais, voilà. Vous tapez Mes Chers Contemporains Frio, vous trouverez tout de suite. Sur la barre de la chaîne YouTube, évidemment. Un autre conseil, et ça c'est vraiment
moi c'est une vidéo, j'essaie de la montrer à tous les gens que je peux pour essayer de leur expliquer ça. C'est presque mieux que la vidéo d'Usul. La vidéo d'Usul est bien pour avoir les bases et après regarder l'autre vidéo, celle de Bolchegeek sur Collectiviser Hollywood. Ah, très très bonne vidéo. Il explique dans un cas pratique comment ça fonctionnerait, ce type d'industrie où on n'aurait plus de capitalistes. Parce qu'il y a tout un pan du truc dont on n'a pas parlé concernant le capitalisme. Là on a juste parlé répartition de la valeur. Mais il faut aussi comprendre que les actionnaires, c'est les seuls à avoir le pouvoir sur les entreprises. C'est un modèle qui est complètement antidémocratique. Les travailleurs n'ont aucun contrôle sur la production. Et les actionnaires, leur seul intérêt, c'est le bénéfice. Ils en ont rien à foutre de produire des bagnoles de merde, ils en ont rien à foutre de produire des bagnoles polluantes. Tout ce qu'ils veulent, c'est du bénéfice. Les travailleurs, si c'est eux qui contrôlent l'outil de production, ils vont aussi penser en termes de qu'est-ce qu'on produit pour que ça soit des bons produits qui ne nous mettent pas dans la merde. Et tout cet aspect démocratique et contrôle de la production par les travailleurs, c'est très bien expliqué dans Collectiviser Hollywood de Bolchegeek. C'est très bien fait, en plus il y a des blagues, il y a des petites animations. C'est très très bien. Et c'est super simple à comprendre, parce que ça peut avoir l'air d'être des notions assez abstraites. Les 2 vidéos qu'on vient de vous conseiller, c'est expliqué de la manière la plus simple possible, c'est très bien pour rentrer dans ce genre de théorie. Moi, ce que je vous conseille, c'est le film, donc j'en ai parlé tout à l'heure, qui s'appelle En guerre, donc qui est un film qui parle d'une société qui va fermer suite à 3 ans de contrat de compétitivité. Alors, je sais plus qui a réalisé le film. En tout cas, c'est très très bien. Voilà. C'est un film français en plus, Cocorico, où là, ça parle de CGT, ça parle de syndicalisme, ça parle de grève, ça parle de toutes les problématiques derrière, d'une usine d'ailleurs qui produit des bagnoles. Donc c'est beau quand même. Et ce que je vous conseille aussi pour les férus de littérature qui veulent un peu mieux comprendre les termes techniques qu'on a employés en économie, notamment en production, je vous conseille. Alors, on dit souvent le Capital de Marx, c'est long et il n'y a pas le temps et c'est compliqué. Moi, je vous conseille l'abrégé. Il y a le manga qui s'appelle comment d'ailleurs ? Le Capital, et c'est fait par qui ? On peut aller chercher, il est dans la bibliothèque, parce que c'était le cadeau de Noël que Théo il m'a fait. Yes, il m'a offert le Capital de Karl Marx en manga. Écoutez, entre camarades, on se soutient. On a les amis qu'on mérite. Vous tapez manga Capital, on fera ça mieux la prochaine fois, on mettra des vraies sources. Voilà, donc c'est trop bien. Et sinon, moi, ce que je vous conseille pour ceux qui aiment pas trop les comics ou les BD ou les mangas, moi je vous conseille l'abrégé du Capital de Marx par Carlo Cafiero. Donc ça fait une petite centaine de pages et ça explique les grands principes de Marx et c'est pas trop mal, c'est accessible, enfin, ça va quoi. Puis oui, vous sentez pas complexé s'il y a des moments où on emploie des termes techniques et que vous vous dites machin, moi je les connais pas. Moi franchement je l'ai jamais lu, le Capital de Karl Marx. Faudrait que je le fasse. J'ai lu le manga que tu m'as prêté mais je l'ai pas lu. Oui voilà, après c'est pas forcément utile, mais pour ceux qui veulent de la littérature... non, c'est pas pour dire c'est de la merde, c'est juste pour que les gens ils se sentent pas à se dire oui, machin, y a pas de c'est des trucs que je suis de gauche, je devrais savoir. Non, moi par exemple je l'ai pas lu le Capital de Marx, alors je devrais. Et au pire n'hésitez pas à nous le dire si vous comprenez pas un terme, on se fera... Mais si vous avez l'occasion de le lire, lisez-le. Notre CM principal du compte Twitter, Facebook se fera un plaisir de vous expliquer les termes puisqu'on n'a pas de CM, donc on se démerde tout seul. Alors sinon, moi je vous conseille donc 2 films pour étoffer vos connaissances. Alors il y a d'abord le film 99 francs avec Jean Dujardin et il y a aussi Le Loup de Wall Street, c'est très intéressant. Ouais, c'est vrai, pour comprendre les dividendes, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Ouais, avec Leonardo DiCaprio qui pète des crises et qui prend des rails de coke. J'ai oublié un truc, on vous conseille aussi l'interview de Mathieu Suc pour Le Média, dont j'ai un peu parlé, elle est vraiment excellente pour s'intéresser là moins à la partie théorique, travail, capital, tout ça, mais à l'affaire Ghosn en particulier, et à ce que Carlos Ghosn a fait chez Renault. Donc l'interview s'appelle Magouille suicide dans la peau de Carlos Ghosn, et il revient entre autres sur des détails sordides de répression en interne qu'on n'a pas trop développé ici. L'interview est excellente. Donc une fois de plus, juste pour conclure vraiment de la manière la plus succincte ce qu'on a essayé de dire dans cet épisode, il faut arrêter de s'attaquer à la part du il faut arrêter de s'attaquer à la part du travail dans les entreprises. Oui. La part qu'il faut rogner parce que celle-là, elle n'empêche pas les gens de vivre décemment, elle ne saborde pas la production, même si on est dans une optique un peu social-démocrate, on va juste leur prendre 5%. Ils survivront, les petits cocos, avec leurs millions de salaires annuels. Ils vont pleurer, mais ils font pas grève. Ils auront... voilà, c'est ça. Après, ils peuvent, nous, ça nous arrange. Vous inquiétez pas, ils vont pas finir à la rue si vous n'êtes pas des révolutionnaires. Au moins, rognez sur leur part. Et syndiquez-vous. C'est donc la fin de ce podcast, cet épisode bonus. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Twitter, MSN, Minitel a
3615 PAG. Oui, PAG. Et sur SoundCloud, on a un SoundCloud. N'hésitez pas, si c'est chiant pour vous de laisser la page YouTube allumée, etc. Voilà. On a un SoundCloud parce qu'on est des podcasteurs professionnels. Yes. On annonce le prochain podcast ou allez, on tease un peu? On tease. Et alors, rendez-vous en novembre parce que on va pouvoir se réadonner à une de nos passions. Ceux qui auront écouté les épisodes pilotes connaissent la politique américaine. Yes. Parce que là, il y a les élections, il y a le Trump. Et on va vous parler du Trump. Yes. À la prochaine. À la prochaine. Comment faire autrement? The best solution is to devolve power down to people. Bon, vous savez, le diplôme, ça sert simplement à constituer une espèce de valeur marchande du savoir. La violence des riches, c'est ça. C'est que le déficit public n'existerait pas s'ils payaient leurs impôts. Je crois, c'est qu'il n'y a plus. C'est pour ça que la social-démocratie sombre, coule à pic avec tout son appareil.